Donc, merci à tous d'être présents d'où vous soyez. Merci aussi de l'intérêt que vous avez manifesté là, pour cette conférence-là. On avait au-dessus d'une quarantaine de personnes qui se sont inscrites. Donc, je vais laisser Monsieur Roche se présenter. Ensuite, vous pourrez, comme l'a mentionné Madame Meunier, poser vos questions. Alors, je sens que cette conférence-là va être très intéressante. Alors, je vais vous laisser entre bonnes mains auprès de Monsieur Roche. Donc, bonne conférence à toutes et à tous. Parfait, bonjour à tous et à toutes. Merci Stéphane et Hélène pour l'introduction, l'invitation à la présentation. Donc, moi, je me présente rapidement, Lionel Roche. Donc, je suis professeur au département des sciences de l'activité physique à l'UQAM. Je suis en poste depuis le 1er décembre. Et j'ai eu un parcours précédemment en France et ensuite au Maroc pendant 2 ans en tant qu'enseignant-chercheur. Et donc, je suis arrivé à l'UQAM le 1er décembre 2022. Donc, du coup, ce que je vais présenter aujourd'hui, alors, hop, pardon, il faut que je puisse activer mon partage. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une partie de mes recherches. Alors, il y aura 2 temps, en fait, au niveau de cette présentation. Une partie qui sera un petit peu centrée sur l'état des lieux actuels, sur l'intégration, l'usage de la vidéo 360 dans la formation des enseignants. Et puis, une deuxième partie qui sera un peu plus centrée autour de mes travaux. Spécifiquement, donc, je travaille sur l'usage de la vidéo 360 degrés depuis à peu près 2013-2014. Donc, c'est quelque chose sur lequel j'ai pu développer un certain nombre de choses. Donc, je vais vous présenter des résultats qui ne sont pas uniquement le résultat d'une étude, mais qui sont plusieurs résultats issus de différentes études. Donc, que vous pourrez retrouver dans les publications que je vais mettre en bibliographie à la fin de la présentation. Alors, le contexte un petit peu de mes travaux, il y a eu un petit peu une accélération de l'usage de la vidéo 360 et de ces technologies, hein, comme beaucoup de choses au moment et suite au contexte pandémique et post-pandémique. Et on observe aussi actuellement un développement d'un certain nombre de technologies dites immersives en éducation, mais aussi en formation. Dans le même temps, le développement, l'avènement du métaverse, et donc le métaverse qui recouvre un certain nombre de technologies, aussi bien la réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, réalité étendue, mais finalement, la vidéo 360 n'est pas spécifiquement intégrée dans ces technologies-là, mais à mon sens, c'est une technologie qui est intéressante à exploiter et à envisager, et qui, pour moi, relève de technologies immersives. Alors, ça questionne aussi, par exemple, le positionnement de la vidéo 360 par rapport à d'autres technologies immersives, notamment donc, si on se base sur le continuum de Milgram et Kishino, finalement, qui définit en fait les technologies immersives comme étant plus ou moins proches d'un environnement réel. Et finalement, la vidéo 360, ben, là où elle est intéressante, c'est qu'elle peut permettre de se plonger dans un environnement qui est réel, mais qui a été filmé et qui n'est pas reconstitué informatiquement. Et donc ça, c'est un aspect important à retenir pour bien différencier la réalité virtuelle de la vidéo 360. Alors, certaines études ont pu montrer que bon, il y avait on va dire, que la vidéo 360 devenait de plus en plus populaire et que finalement, il y avait une démocratisation de ces usages. Mais en préambule, hein, je pense qu'il est important de ne pas oublier que ça reste un outil. Et donc, ce que je présente, même si des fois ça peut paraître un petit peu caricatural, hein, la vidéo 360 permet de, en fait, c'est qu'elle permet un certain nombre de choses et elle a certains effets dans des contextes clairement identifiés. Donc, l'idée, hein, comme le dit Morozov, c'est de ne pas céder finalement à une sorte de solutionnisme technologique, hein, c'est-à-dire que la vidéo 360, c'est pas l'outil ultime qui permet de régler tous les problèmes, mais c'est un outil en plus à disposition des formateurs dans l'optique de la formation professionnelle des enseignants et donc parmi d'autres outils. Donc par rapport à ça, je pense qu'il est important de bien définir et positionner la vidéo 360 par rapport à la réalité virtuelle.
Par exemple, Nelson et Sue soulignent qu'il y a un certain flou au niveau de l'usage des termes, que ce soit vidéo 360 ou réalité virtuelle. On trouve de nombreux termes. Donc déjà, pour bien différencier cela, c'est que il faut envisager la vidéo 360 comme étant basée sur des images réelles. La réalité virtuelle, elle, renvoie à une construction, une reconstruction informatique, donc c'est généré par ordinateur. La réalité virtuelle, elle est tridimensionnelle, hein, tout comme la vidéo 360. Et le gros point, c'est que elle est interactive, c'est-à-dire que dans un environnement en réalité virtuelle, on peut saisir des objets, les déplacer, mais soi-même, on peut se déplacer dans la profondeur de l'espace qui est visualisé, ce qui n'est pas le cas avec de la vidéo 360, où on peut uniquement tourner sur soi-même. Donc, l'avantage qu'il peut y avoir avec la vidéo 360, c'est que ça peut permettre facilement de créer des éléments, entre guillemets, des environnements immersifs, mais aussi donc c'est que c'est beaucoup plus réaliste, ça offre un plus haut degré de réalisme que de la réalité virtuelle, même si actuellement il y a des progrès au niveau de la réalité virtuelle, mais là c'est des images réelles. Donc, pour définir la vidéo 360, c'est que, notamment Wall, hein, mais d'autres, ont défini la vidéo 360 comme des enregistrements dans lesquels une vue dans toutes les directions est enregistrée en même temps grâce à une caméra spécifique de type fisheye. Et donc, la vidéo 360, elle peut aussi renvoyer ce que RUP appelle notamment donc, des vidéos panoramiques omnidirectionnelles. C'est-à-dire que la vidéo 360 permet d'avoir une vue panoramique. Elle permet de mener une exploration de la vidéo, c'est-à-dire de changer d'angle de visionnement. On n'est pas, entre guillemets, captif de l'angle de filmage. C'est peut-être pas très correct, mais la façon de filmer, on n'est pas prisonnier par l'angle de vue qui est choisi par le caméraman. On peut explorer soi-même la vidéo et changer d'angle de visionnement. Et enfin, la vidéo 360 permet différentes modalités de visionnement, que ce soit sur écran d'ordinateur, sur smartphone, avec ou sans visio-casque pour smartphone, ou encore donc avec un casque, un visio-casque de réalité virtuelle. Donc ces modalités de visionnement, c'est aussi quelque chose qui change par rapport à de la vidéo classique, de la vidéo 2D. Il y a un enrichissement, une complémentarité de ces modalités de visionnement. Donc, toujours par rapport à ça, c'est que la vidéo 360, ben, comme il y a un flou définitionnel, on retrouve un certain nombre de définitions et d'appellations pour la même technologie. Par exemple, on retrouve dans la littérature vidéo 360 degrés, on retrouve réalité virtuelle basée sur la vidéo sphérique, on retrouve vidéo 360 en réalité virtuelle ou encore vidéo panoramique immersive. Donc, du coup, on va dire ce flou définitionnel, il s'explique notamment parce que c'est une technologie qui est relativement récente et le champ de recherche est relativement peu mature à l'heure actuelle. Il y a des études, il y en a de plus en plus, mais il n'y a pas encore une forte stabilité. Et donc, je pense que un intérêt, un aspect qui serait important pour la structuration de ce champ de recherche, ça serait d'envisager une définition qui soit consensuelle du recours à cette technologie. Donc, par rapport à ça, l'apparition et le développement de la vidéo 360 degrés, ben, il y a différentes technologies qui ont pu se développer, plus ou moins simples, plus ou moins coûteuses. Par exemple, la caméra blanche qui est à droite, hein, elle date de 2016. Moi, c'est une caméra que j'utilise encore parce qu'elle est peu coûteuse, elle est très simple à utiliser. En 1 heure, des étudiants peuvent être formés à l'usage de cette caméra et elle coûte entre 200 et 300 dollars à l'heure actuelle. En bas à gauche, par exemple, vous voyez une des dernières caméras qui filme en 11K, alors que celle précédemment évoquée filme en 4K. Alors, il faut savoir que cette technologie, c'est une technologie qui n'est pas si récente que ça non plus. C'est-à-dire que les premiers travaux, par exemple, datent de la fin des années 90, notamment les travaux de Nayar à l'Université de Columbia, où ils avaient développé un système de captation à l'aide de ce qu'ils appelaient une caméra avec un objectif catadioptrique qui permettait, en fait, c'était un peu l'ancêtre du fisheye, qui permet d'enregistrer à 360 degrés. Par la suite, donc, cette technologie a pu commencer à se diffuser et à se populariser, mais au début, c'était fin des années 90. Alors, à l'heure actuelle, on retrouve l'usage de la vidéo 360 dans différents champs, hein. Par exemple, donc, les premiers travaux qu'on peut identifier dans le champ de l'éducation, c'est le projet Diver avec les travaux de Roy P. à Stanford. L'idée, c'était d'offrir des environnements 360 degrés qui permettaient de visionner l'intégralité d'une situation de classe. Mais on retrouve à l'heure actuelle, par exemple, des usages dans les formations en marketing,
en éducation physique et à la santé, en sauvetage aquatique, par exemple dans l'entraînement en basketball, pardon, en économie, en santé, ou encore donc j'ai pu développer avec des collègues des travaux sur l'usage de la vidéo 360 pour lutter contre les phobies du milieu aquatique, mais aussi l'acrophobie, la peur du vide, en éducation physique et à la santé, donc en natation, mais aussi en escalade. Une des particularités de la vidéo 360, c'est que finalement, cette technologie n'apparaît pas et n'est pas recensée dans les principales revues de littérature du champ de la vidéoformation. Et donc, c'est un format vidéo qui se positionne un petit peu à part, mais pour lequel on retrouve certaines complémentarités et certaines problématiques qui sont les mêmes que de la vidéo 2D. Alors, rapidement, j'ai essayé de différencier un petit peu les différentes technologies, on va dire, visuelles, hein, que ce soit la réalité virtuelle, la vidéo 360, la vidéo 2D embarquée, type première personne GoPro, ou encore de la vidéo 2D en plan large, type troisième personne. Et donc, par exemple, notamment sur les angles de visionnement, ben, la réalité virtuelle permet de visionner dans toutes les directions. La vidéo 360 aussi, autour du positionnement de la caméra. La vidéo 2D embarquée, elle permet un visionnement uniquement dans le cadre qui est porté par l'enseignant, et des mouvements qui sont déterminés par celui qui porte la caméra. Et enfin, donc, la vidéo 2D classique, c'est uniquement le caméraman qui détermine l'angle qui va être filmé et les endroits qui vont être filmés. Les supports de visionnement, ben, pour la réalité virtuelle, ça peut être sur ordinateur, sur écran de télé, sur smartphone, sur écran interactif ou vidéocasque, pour smartphone ou non. Pour la vidéo 360, on retrouve les mêmes supports qui sont possibles. Pour de la vidéo 2D embarquée, mais aussi de la vidéo 2D type troisième personne, on est sur du visionnement sur ordinateur, écran et smartphone. Ensuite, les possibilités offertes par cette technologie, ben, la réalité virtuelle permet de visionner tout ce qui se passe dans le support, mais aussi de se déplacer et d'interagir avec lui dans un espace entre guillemets virtuel. Avec la vidéo 360, on peut visionner à différentes vitesses, en ralenti, en accéléré, faire des pauses, changer d'angle, zoomer dans l'image en cours de visionnement. Donc ça, c'est une possibilité qui est très intéressante pour de la formation d'enseignants, par exemple. Alors que de la vidéo 2D, mais aussi de la vidéo 2D en première ou troisième personne, on est uniquement sur des possibilités de visionner en ralenti, accéléré ou de faire des pauses. Donc en fait, finalement, ces différentes technologies présentent différentes spécificités qui peuvent être intéressantes à exploiter pour la formation des enseignants. En termes d'interactivité, par exemple, la réalité virtuelle permet une forme d'interactivité, c'est-à-dire qu'on peut toucher et avoir des retours haptiques ou non, donc par exemple avec des gants ou des combinaisons, ce qui n'est pas le cas pour la vidéo 360 et ce qui n'est pas le cas non plus pour de la vidéo 2D ou de la vidéo 2D première ou troisième personne. Ensuite, pour ce qui est de la conception de ces ressources, puisque souvent c'est une problématique, une question qui revient, c'est comment on conçoit finalement des vidéos 360. Alors pour la réalité virtuelle, c'est complexe parce que c'est généré par ordinateur, donc il faut quand même certaines compétences de programmation. Il faut être capable de prévoir, d'anticiper le déroulement de façon un peu algorithmique de ce qui va se passer dans la vidéo. On a la possibilité d'intégrer ou non du son avec la réalité virtuelle, tandis qu'avec de la vidéo 360, on filme un environnement réel et donc souvent, c'est des comportements non planifiés, on filme des situations écologiques et on peut là ensuite faire un traitement de l'image, soit c'est des vidéos qui sont utilisées telles quelles, soit on peut faire des montages, insérer un son entre guillemets général, c'est-à-dire omnidirectionnel ou ambisonique, c'est-à-dire que le son va varier en fonction de l'orientation dans la caméra. Donc ça, c'est aussi un point qui sera intéressant à envisager dans la formation des enseignants. Et enfin, donc, la possibilité, je le présenterai tout à l'heure, d'enrichir ces vidéos 360 avec des points interactifs, des hotspots qui permettent d'ouvrir des contenus additionnels. Alors, pour ce qui est de la vidéo 2D, en première et en troisième personne, on a les mêmes problématiques. Ça peut être des vidéos montées ou entre guillemets brutes. On peut enrichir aussi ces vidéos-là, par exemple avec H5P, on peut mettre des points interactifs, mais pour avoir des contenus additionnels, mais on ne peut pas tourner dans la vidéo. Et enfin, la réalité virtuelle par rapport à la vidéo 360, elle offre 6 degrés de liberté, c'est-à-dire des degrés de liberté dans le sens où dans la vidéo 360, je peux regarder en haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière.
Et en plus, dans la réalité virtuelle, je peux me déplacer dans la profondeur. Donc, ce qui n'est pas le cas pour les autres supports. Donc, concrètement, dans la littérature, à l'heure actuelle, dans les usages de la vidéo 360, ce qui a pu être identifié, c'est différents types de visionnement, que ce soit avec visiocasque pour smartphone, avec ou sans QR code. Ça peut être des visionnements sur ordinateur, accompagnés ou non d'une grille de lecture de l'activité. Ça peut être des visionnements seuls ou en groupe, des visionnements de soi ou d'un autre enseignant. Il peut y avoir des visionnements qui sont basés sur des plateformes en ligne. Alors à l'heure actuelle, moi j'ai pu recenser 4 plateformes pour la formation des enseignants existantes à travers le monde. Le visionnement de vidéos 360 associé à d'autres vidéos, par exemple de la vidéo 2D, ou encore l'usage de la vidéo 360 en complément ou pour illustrer certains contenus de cours. Donc finalement, là, vous voyez que dans les usages, il y a certains usages qui sont relativement proches de ceux qu'on peut déjà envisager et réfléchir pour de la vidéo classique, de la vidéo 2D. Donc, dans ces usages, par exemple, vous voyez en bas à gauche, c'est un usage avec un casque pour smartphone qui est possible en présentiel. La photo en bas à droite, c'est ce qui vous permet de voir ce qui est visionné dans le casque pendant le visionnement. Alors, là, c'est coupé en deux, mais quand l'individu regarde dans le casque, c'est vraiment immersif et il n'a pas une vision coupée en deux comme ça. Il y a des usages qui peuvent être sur ordinateur ou encore des usages en ligne, puisque mes premiers travaux et mes premiers usages ont coïncidé, on va dire, un petit peu avec la pandémie. Et donc, on utilisait de la vidéo 360 en ligne, entre guillemets, pour faire vivre un petit peu des stages virtuels aux étudiants quand on ne pouvait pas accéder au lieu de stage. Donc, le développement de cette technologie relativement récent, il a pu être rapide. Par exemple, Costco a souligné que les premiers travaux dans le champ de la formation des enseignants étaient les travaux que j'avais pu mener avec Nathalie Galpetifo en 2017. Et on constate aussi dans le champ de la formation des enseignants une accélération des publications, hein. Il y a eu une publication en 2017. 10 et 5 en 2021 et 22. Donc, il y a de plus en plus de publications dans le champ de la formation des enseignants. Et finalement, ce n'est pas que dans le champ de la formation des enseignants, dans d'autres champs, on assiste à une accélération des publications relatives à l'usage et l'intégration de la vidéo 360. Alors, dans ce qu'on a pu aussi identifier, dans le cadre d'une revue de littérature qui a été publiée en juin dernier dans Médiation et médiatisation, c'est que à l'heure actuelle, la vidéo 360 est utilisée à peu près sur tous les continents, excepté en Afrique, et que les pays où elle se déploie majoritairement, c'est par exemple les États-Unis, la France, Chili, Australie, Inde, mais aussi Allemagne. Et donc, dans un certain nombre de disciplines, donc essentiellement éducation physique, mais aussi les mathématiques, l'économie ou les sciences, et il y a beaucoup de travaux qui sont menés spécifiquement dans le champ des mathématiques. Donc, pour identifier un petit peu ce qui existait dans la littérature, dans le cadre de la publication de médiation et médiatisation, hein, on a fait une recherche sur les différents articles. On a identifié 23 articles et 4 points de résultats essentiels. On a pu relever une première étude, une première publication, on va dire, sans empirie. En 2015, c'était l'étude de Ibrahim Didi, qui est intéressante parce qu'elle posait un certain nombre d'idées au niveau conceptuel, mais qui n'était pas appuyée sur de l'empirie. Alors, les 4 points de résultat essentiels, c'est que on a pu identifier que la vidéo 360 était utilisée comme support pour développer la réflexivité sur l'enseignement. Alors, par exemple, Balzaretti et collaborateurs ont pu montrer en 2019 que le visionnement de vidéos 360 de soi permet de mieux comprendre et saisir ce qui se passe autour de soi dans la situation. L'idée, ça renvoie un petit peu avec les travaux de Walsh et Driver, c'est que ça pourrait permettre de développer un certain nombre de connaissances incarnées, incorporées, de vivre une expérience plus située dans la situation de classe, aussi bien pour des vidéos de soi que de quelqu'un d'autre. Donc cet aspect, il nous semble relativement intéressant pour développer, on va dire, une réflexivité plus située et qui permettrait aussi on va dire, de développer des connaissances plus incorporées et plus ancrées dans les situations visionnées.
L'autre aspect, par exemple, c'est Tarantini qui a montré que les vidéos 360 de soi pourraient faciliter la réflexion sur son propre enseignement, mais si ce visionnement est accompagné de feedback, soit de pairs, soit d'experts, mais aussi dans leur cas, donc le recours à des vidéos 2D associées avec une plateforme d'annotation. Par exemple, dans ce cas-là, ils utilisaient la plateforme Swivel en complément de la vidéo 360 degrés. Donc cet aspect-là, ce résultat notamment, il est intéressant pour nous parce que ça alimente et ça confirme ce que j'ai énoncé au départ, c'est que la vidéo 360, elle s'intègre bien dans des scénarios, dans des usages et pas nécessairement donc comme outil in fine qui produit un effet, mais c'est un outil à disposition des formateurs qui s'intègre dans une conception. Le deuxième point, c'est le recours à la vidéo 360 comme outil de préparation et d'accompagnement des stages. Donc, un certain nombre d'études ont pu montrer que finalement, le recours à la vidéo 360 permettait de développer une sensation de présence dans la classe visionnée. Et donc, cet aspect, ce sentiment de présence plus ou moins fort, permet aux étudiants donc de pouvoir mieux saisir, de pouvoir découvrir la complexité des situations de classe, l'organisation spatiale, les échanges entre l'enseignant et les élèves, mais aussi donc de saisir l'atmosphère, le travail dans la classe. Donc, c'est un petit peu le fait de se plonger en amont des situations, en amont des situations réelles de stage, de se plonger dans dans des situations entre guillemets virtuelles. L'idée, c'est d'entrer virtuellement en classe finalement, et on a pu montrer dans une étude avec mon collègue Yann Cunningham et ma collègue Cathy Roland que les étudiants étaient amenés finalement à vivre une sorte d'immersion substitutive, c'est-à-dire que en étant plongés dans la situation de classe, ils étaient comme s'ils se sentaient comme s'ils étaient en situation d'enseigner et ils se projetaient sur certains éléments pour enseigner et intervenir, mais aussi ils envisageaient et ils vivaient certains dilemmes, c'est-à-dire la problématique de savoir est-ce que je me focalise sur le groupe ou est-ce que je me focalise sur un élève, sachant que je ne peux pas faire les deux en même temps. Et donc cet aspect de vivre, entre guillemets, des dilemmes professionnels sur des situations visionnées en amont des stages nous paraît être un aspect intéressant et important à intégrer dans une optique de développement professionnel des enseignants. Toujours sur cet aspect relatif à la préparation, à l'accompagnement des stages, les travaux de Télène notamment ont pu montrer que la vidéo 360 associée par exemple à un enseignement relatif aux relations interpersonnelles constitue un élément pour réduire l'anxiété relative aux premières expériences en classe. Et donc ça, c'est un aspect aussi qui est important pour faciliter l'entrée dans le métier des enseignants débutants, de pouvoir, entre guillemets, découvrir les lieux, les situations dans lesquelles ils pourraient se retrouver, même si on ne peut pas tout anticiper, mais l'idée c'est que ça peut réduire en partie l'anxiété relative aux premières expériences de classe. Et c'est un moyen, entre guillemets, d'être plongé sensoriellement, je l'avais dit précédemment, dans l'ambiance de la classe. Alors, par rapport à ça, pour le sentiment d'immersion, Ferdig, mais aussi dans certaines études qu'on a pu mener, il y a un questionnement important à avoir sur l'usage du son, c'est-à-dire est-ce qu'on utilise le son natif de la caméra, c'est-à-dire un son omnidirectionnel, ou au contraire, est-ce qu'on va utiliser du son ambisonique, c'est-à-dire que le son va varier en fonction de l'orientation qu'on va avoir dans la vidéo. Dans les résultats que nous, on a pu obtenir, par exemple, les élèves, les enseignants, les étudiants sont assez souvent surpris et marqués par le volume sonore. Alors, peut-être ça peut jouer relativement à la discipline, puisque c'est en éducation physique, mais le son, le bruit de la classe, le brouhaha ambiant, c'est quelque chose qui les surprend et qui attire leur attention. Donc, l'usage d'un son omnidirectionnel ou ambisonique ou voire des deux peut être un élément aussi à questionner et à creuser dans des futures recherches. Le troisième point, c'est le fait d'utiliser la vidéo 360 pour un outil de développement des compétences perceptives des enseignants. Pour faire simple, ça renvoie à la capacité au noticing. Et par exemple, les travaux de Cosco, notamment, ont pu montrer que la vidéo 360 permet de se focaliser davantage sur l'activité des élèves relativement à de la vidéo 2D, par exemple,
Donc, ça permet d'observer de façon plus précise l'activité de certains élèves, de changer d'angle. Alors cet aspect-là, il correspond aussi à certains résultats de recherche qu'on a pu avoir, notamment donc sur le fait que oui, il peut y avoir en effet une focalisation plus importante sur l'activité des élèves, au regard aussi des consignes qui sont données par le formateur, c'est-à-dire une focalisation soit sur les élèves, soit sur l'enseignant. Dans la même lignée, d'autres points de résultat sur Budgebinder, par exemple, qui a montré que le visionnement de vidéo 360 peut conduire à une plus forte centration sur l'enseignant et sur les interactions enseignant-élève. Donc, ce qu'avait pu aussi montrer Télène, donc la dimension interactive peut être observée plus en précision, peut-être avec le recours à une vidéo 360, et cela donc sur différents types de visionnement. Alors, autre étude, celle de Costco, Weston et Amador, qui révèle que finalement la focalisation des enseignants, la focalisation attentionnelle, elle est aussi liée au mouvement de l'enseignant, mais aussi à l'organisation spatiale et au positionnement de la caméra. Donc, ces aspects-là sont à prendre en compte dans la conception de ces ressources de formation. C'est quelque chose qui doit être envisagé. Ensuite, le dernier point, c'est le recours à la vidéo 360 comme un outil pour enrichir, un outil d'enrichissement des connaissances relatives au contenu d'enseignement. Par exemple, Budgebinder et ses collaborateurs ont montré que les enseignants en formation vont développer des connaissances sur leur propre enseignement au regard de l'activité d'apprentissage des élèves, mais aussi au regard de leur choix pédagogique in situ, c'est-à-dire au regard des réactions des élèves. En visionnant en 360 degrés les interactions enseignant-élève, ça peut être un moyen qui permet de mieux percevoir les interactions et d'envisager d'autres choix pédagogiques par la suite qui pourraient être adaptés à ses propres façons d'enseigner. Télène a montré aussi qu'il pouvait y avoir des apports théoriques et du visionnement de vidéos 360 avec un visio-casque, donc pouvait amener les étudiants à avoir des connaissances plus structurées et plus précises de certaines notions, notamment sur les relations interpersonnelles, c'est-à-dire à travers eux, dans l'étude, la conception de cartes conceptuelles plus riches, après le visionnement de vidéos 360. Donc ça pourrait permettre de mieux structurer, structurer et de développer des connaissances plus précises. Et Walsh et Driver, dans la même lignée, avait montré que le recours à la vidéo 360 pouvait permettre de développer une compréhension plus nuancée des situations pédagogiques observées. Enfin, donc, pour finir sur ces aspects relatifs à l'usage de la vidéo 360 dans la formation des enseignants, Cosco, Ferdig et Zolfa-Araghi ont notamment montré que le visionnement de vidéos 360 degrés permet le développement de connaissances plus précises, notamment relativement au contenu disciplinaire. Donc, dans leur cas, c'était relativement sur les mathématiques. On peut y mettre l'hypothèse que c'est notamment lié au fait qu'on peut zoomer plus en précision sur les productions des élèves. Et enfin, Cosco a montré que le visionnement de vidéos 360 aide les enseignants à formation à développer des connaissances plus précises sur le raisonnement mathématique des élèves, ce qui est en ligne avec le résultat précédent. Et nous avons pu montrer dans une étude que finalement, le visionnement de vidéos 360, mais associé à des stages, donc visionnement avant et après les stages, pouvait permettre le développement de connaissances plus précises sur les différentes catégories de difficultés que des élèves peuvent rencontrer dans la réalisation d'une tâche. Donc, au regard de cette étude, on a pu montrer que les étudiants commencent à établir une catégorisation des erreurs typiques commises par les élèves parce qu'ils peuvent explorer dans la vidéo l'activité de chacun des élèves. Donc, pour retracer un petit peu l'itinéraire et les différents points de résultat de mes recherches, j'en ai évoqué certains, mais l'étude de départ, c'était en 2017, une des premières études sur la vidéo 360. Vous pouvez voir à l'époque, la vidéo 360 ne filmait pas en bas, ça filmait en haut, mais en bas, on avait un écran noir, donc c'est ce que vous voyez sur l'image. Et donc, sur cette première étude, j'avais pu montrer que malgré un visionnement sur ordinateur, les étudiants
se sentait immergé dans la situation parce qu'il pouvait l'explorer, il pouvait tourner, il pouvait comprendre et observer l'ensemble de la situation, observer les interactions, mais aussi donc explorer cette vidéo et il y avait une certaine motivation des étudiants pour utiliser cette vidéo. Alors ces premiers résultats ont été confirmés par la suite par d'autres études que j'ai pu mener, mais aussi par d'autres études identifiées dans la littérature. Par la suite, donc, j'ai mis en place et développé une plateforme de formation qui s'appelle Formation 360. L'idée de cette plateforme, elle est basée sur une approche de type conception continuée dans l'usage, c'est-à-dire que dans un premier temps, j'ai utilisé de la vidéo 360 avec des étudiants en formation pour voir quels étaient les usages qu'ils pouvaient en faire, pour ensuite envisager de concevoir une plateforme multimodale, c'est-à-dire basée sur de la vidéo, de la photo et du texte. Et donc l'idée derrière, c'était bien d'essayer d'envisager quels pouvaient être les usages de la vidéo 360 dans la plateforme, de l'usage des autres ressources, mais aussi comment scénariser l'usage de ces différentes vidéos et différentes ressources et comment, par exemple, des formateurs peuvent les utiliser et finalement quel choix faire en termes de visionnement à l'écran ou sur le casque ou les deux ou lequel avant l'autre. Donc, il y a des éléments, on commence à avoir des pistes par rapport à cela. Donc, ce travail a mené à la conception de 2 modules de formation, un module formateur et un module étudiant. Alors, si certains d'entre vous sont intéressés, à la fin de la présentation, vous aurez mon mail, vous pouvez m'adresser un mail pour que je vous donne des codes d'accès à ces 2 plateformes. Peut-être la plateforme éducation physique, effectivement, va intéresser que les enseignants d'éducation physique, enfin les personnes qui forment ou qui font de la recherche là-dessus, mais ça peut vous donner une idée de la conception. Et il y a un deuxième module qui, là, peut intéresser toutes les personnes intéressées par les problématiques liées à l'usage de la vidéo 360. Le module formateur présente comment on peut utiliser simplement, facilement la vidéo 360, comment on peut l'intégrer, mais aussi des scénarios d'usage pour de la formation des enseignants en présentiel ou en ligne. Donc, n'hésitez pas à me demander si vous le souhaitez. Donc, pour mener mes études, mon cadre théorique fait référence au cours d'action en anthropologie cognitive, qui fait référence à l'action située, à la cognition située, mais aussi à l'inaction et à l'expérience. Et l'idée, c'est bien d'analyser l'action in situ dans son contexte, c'est-à-dire que par exemple, on va enregistrer l'activité, si c'est par exemple un cours en ligne, si c'est l'activité dans le visio-casque, puisque quand on filme quelqu'un qui est en train de regarder une vidéo dans un casque, on voit juste quelqu'un qui tourne la tête. D'où la nécessité d'enregistrer ce qui se passe dans le casque pour pouvoir l'utiliser et faire une analyse et faire des entretiens d'autoconfrontation. Le deuxième aspect, c'est qu'on analyse la cognition tout le temps in situ, dans son contexte, d'où la nécessité d'avoir recours à des traces, et notamment des traces d'activité, et on catégorise les données au regard de différents éléments en référence à la théorie du cours d'action, mais essentiellement des préoccupations, des perceptions, des émotions et des connaissances qui sont mobilisées ou construites par les individus in situ. L'idée, c'est bien d'envisager finalement les ressources comme étant des artefacts qui vont faciliter la compréhension ou la construction de certaines significations. Donc la méthodologie, c'est toujours la même, c'est-à-dire l'enregistrement d'une activité, par exemple à droite, l'enregistrement de l'activité en ligne, et à gauche, l'entretien d'autoconfrontation pour essayer d'accéder au vécu, à l'expérience vécue de l'individu pendant le visionnement de cette vidéo, pendant l'usage de cette vidéo. Ça peut se réaliser aussi donc, dans l'enregistrement du visio-casque, c'est-à-dire qu'à gauche, l'étudiant revêt le casque, on fait un enregistrement de ce qui se passe dedans et ensuite on l'utilise comme support pour l'entretien d'autoconfrontation. Et dans le cas de l'activité du visionnement dans le visio-casque, on a aussi recours à un protocole type pensée à voix haute pour pouvoir avoir des données aussi sur ce que l'individu regarde et sur ce qu'il vit in situ au moment du visionnement. Et enfin, donc, dans les derniers développements, c'est le recours à de la vidéo 360 associé à de la 360 Hyper vidéo, c'est-à-dire de la vidéo 360 dans lesquelles on intègre des points interactifs, des hotspots qui permettent d'ouvrir des contenus additionnels, des contenus qui seront plus interactifs. Donc, par exemple, vous voyez sur les différentes captures d'écran, il peut y avoir ici des programmes, un extrait des programmes suite à la consigne qui est donnée par l'enseignant. Ici, par exemple, c'est un contenu additionnel sur un rappel sur la sécurité dans un PDF ou, par exemple, dans une vidéo qui rappelle les dangers d'un mauvais positionnement de la colonne vertébrale.
ou encore donc des situations supplémentaires qui peuvent être indiquées pour l'enseignant pour pouvoir corriger les élèves et envisager d'autres situations. Alors, par rapport à ça, on a mené une étude où on a fait visionner des vidéos 360 associées à des 360 hyper vidéos à des enseignants débutants, mais aussi à des enseignants plus expérimentés, hein, entre 1 et 5 ans d'enseignement. Et les résultats ont montré que ça confirme certaines choses déjà montrées, que pour les enseignants débutants, la vidéo 360, que ce soit sur l'écran ou dans le visiocasque, amenait à une sensation d'immersion dans la situation, une sensation de présence en classe. Le fait que la situation pouvait être vécue comme étant dilemmatique, hein, un élève ou tout le groupe, comment je me positionne, et donc du coup comment je me positionne corporellement pour observer, ce qui va être une problématique aussi en stage. Le fait que les étudiants essayaient de systématiquement visionner, observer si tous les élèves étaient actifs et si finalement ils réalisaient l'exercice qui était demandé. Autre aspect, c'est qu'ils essayaient, lors de l'activité de visionnement, de percevoir l'atmosphère de travail, le climat de travail et finalement mener une sorte d'exploration visuelle active pour observer si tout le monde est en situation de travail. Mais ils cherchent et ils essaient d'observer si l'exercice est réalisé, mais il n'y a pas d'observation spécifique sur la qualité de la réalisation et donc il n'y a pas de volonté de corriger les élèves. Vérifier s'ils sont au travail, oui, mais pas nécessairement corriger et transformer la motricité des élèves puisque c'est en éducation physique. Avec l'usage de 360 hyper vidéo avec les enseignants débutants, ça a conduit à une forme d'observation un peu plus centrée sur l'activité des élèves et à une approche plus holistique de la complexité de la situation avec la mise en relation entre certains éléments observés dans la vidéo d'une situation concrète et la mise en relation avec d'autres connaissances qui ont été apprises par ailleurs. Par exemple, des connaissances plus issues de la pédagogie, de la didactique, ou encore de la physiologie, ou encore donc des programmes. L'idée, c'est qu'ici, ça permettait une mise en relation plus ancrée dans la situation, plus ancrée dans le terrain, entre les contenus théoriques et les contenus pratiques, le savoir-faire sur le terrain, et finalement des connaissances qui ont été vues par ailleurs. Avec des enseignants là, titulaires, un peu plus expérimentés, ce qu'on a pu observer, c'est que oui, il y avait aussi une sensation d'immersion dans la situation, mais là, cette fois, pas en tant qu'observateur, mais plutôt en tant qu'intervenant direct. C'est-à-dire que tout de suite, l'enseignant titulaire qui visionnait la vidéo 360 essayait de voir comment lui pourrait intervenir dans la situation, et donc ça amenait une focalisation sur l'activité motrice des élèves. Là, on était un peu plus dans ce que j'ai appelé une activité observationnelle distribuée, c'est-à-dire comment je maintiens le climat de classe, mais en même temps, comment je peux essayer d'accompagner la motricité des élèves, une forme un peu d'attention partagée entre ces préoccupations-là et pas uniquement une focalisation sur un ou l'autre, comme avec des enseignants débutants. L'idée ici, c'est bien qu'il y a une activité réflexive d'élaboration sur des hypothèses pour remédier, transformer, corriger, étayer, aider les élèves dans leur réalisation motrice. L'usage de la 360 hyper vidéo avec les enseignants titulaires, ça a amené à une amélioration des connaissances pour enseigner, c'est-à-dire découvrir, observer, remettre en question un certain nombre de choses sur leur fonctionnement habituel. On va dire une plus grande acuité visuelle qui a été développée, c'est-à-dire une modification de leurs premières observations vers, on va dire, une lecture encore plus précise de la motricité des élèves. Par exemple, ici sur l'image, en haut, le point rouge est positionné sur un mauvais positionnement du coude, et en bas, donc, l'idée de bien penser à verrouiller le coude, qui est quelque chose qui n'était pas tout de suite observé par un enseignant plus titulaire, plus expérimenté. L'idée aussi ici, c'est de faire une mise en relation entre des connaissances plus théoriques et plus contextualisées, donc ce qu'on retrouve aussi précédemment avec les enseignants plus débutants, et finalement donc un affinement de la lecture de la motricité, mais aussi une remise en question des connaissances acquises sur les programmes. Par exemple, en visionnant la vidéo avec l'extrait des programmes, certains enseignants titulaires ont pu remettre en question leur façon d'enseigner, dans le sens où, effectivement,
Moi, j'envisageais pas cet aspect du programme, je me focalisais plus sur celui-ci. Donc cet aspect-là, un enrichissement un petit peu sur la façon d'enseigner et d'envisager les contenus issus des programmes. Alors enfin, donc pour commencer à conclure et envisager certaines limites, puisqu'il y a aussi des limites dans la littérature relative à l'usage de cette technologie, c'est qu'il peut y avoir, certaines études ont souligné un manque d'interactivité avec le contenu, le fait de seulement pouvoir tourner dans la vidéo, mais ce qui peut être compensé par l'usage de 360 Hyper vidéo. Le fait qu'il peut être parfois difficile de s'orienter dans l'image, c'est-à-dire dès qu'on ouvre une vidéo 360, il faut comprendre où est-ce qu'on est positionné. Et Tan notamment a montré que finalement le recours à ce type de vidéo pouvait être distrayant ou amener des perturbations. Donc peut-être la nécessité d'intégrer des repères visuels au départ dans la vidéo. Le fait que c'est un champ de recherche qui est en développement, donc la nécessité de plus de recherche avec des méthodologies différentes et aussi la nécessité pour les formateurs d'être formés à l'usage de la vidéo 360. Donc ça, c'est quelque chose qui ne peut, c'est un des éléments qui ne pourra permettre le développement de cette technologie. Dans les limites aussi, c'est que certaines études ont pu souligner une surcharge cognitive, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations à percevoir. D'autres ont souligné des symptômes type mal des transports ou encore des sensations d'inconfort. À ma connaissance, dans les recherches sur la formation des enseignants, il n'y a pas entre guillemets, symptômes type cyber sickness qui ont pu être identifiés. Des fois, de l'inconfort, notamment pour les personnes qui portent des lunettes. Et enfin, donc, dans les problématiques, c'est tout ce qui va être technique, lié aux connexions, au stockage des vidéos, puisqu'une vidéo 360 de à peu près 9 minutes, ça fait à peu près 5 gigas, donc c'est lourd, et il faut gérer et posséder le matériel pour tout cela. Enfin, donc, dans les effets, c'est des effets qui font encore débat. Par exemple, la méta-analyse de Schroeder qui vient de sortir souligne qu'il n'y a aucun avantage ou inconvénient significatif sur l'usage de la vidéo 360 pour favoriser les apprentissages. Donc, du coup, ça pose des questions sur les usages et l'intérêt réel. Mais ces études, elles se basent sur la comparaison vidéo 360 et non-intégration de la vidéo 360. Et il n'y a aucune étude dans cette méta-analyse sur la formation des enseignants. De plus, c'est une étude qui se centre sur l'apprentissage, on va dire, de notions, les apprentissages purement cognitifs, mais rien sur les aspects émotionnels et les aspects motivationnels. Et donc ça, je pense que c'est peut-être quelque chose qui est intéressant à plus investiguer, notamment pour la formation des enseignants, la gestion émotionnelle des situations, la préparation émotionnelle à des situations entre guillemets stressantes sur les premières expériences en classe. Toujours Schroeder qui souligne que certaines études des revues de littérature ont pu souligner des effets positifs, voire des résultats mitigés, et que finalement, quand il y a des études comparatives réalité virtuelle, vidéo 360, c'est toujours la réalité virtuelle qui apparaît comme étant plus efficace, mais encore une fois, rien dans la formation des enseignants et tout de même peu d'études. Donc, peut-être la nécessité de développer plus de recherche dans ce champ-là et surtout le fait d'être peut-être assez nuancé sur les effets réels qui sont encore assez débattus. Dans les perspectives que j'entrevois, moi, en termes de développement, des questionnements sur l'usage du son, je l'avais évoqué. Est-ce qu'on prend du son omnidirectionnel ou ambisonique? Peut-être un développement plus conséquent de 360 hyper vidéo. Par exemple, l'étude de Paraskevaidis et Fokides a montré qu'il y avait un intérêt du recours à ce type de vidéo, notamment pour les apprentissages moteurs. Peut-être le fait d'envisager des dispositifs de type vidéo 360 multiperspective, comme développé par Zolfa Gari. C'est notamment le fait d'utiliser différentes vidéos 360 dans un même espace et de pouvoir passer du visionnement de l'une à l'autre. Donc cet aspect-là, il pourrait être intéressant et qui se rapprocherait un peu plus d'un environnement type réalité virtuelle. Et enfin,
je pense que l'intérêt majeur, à mon sens, serait de réfléchir, de scénariser l'usage des ressources de formation, que ce soit la vidéo 2D, de la 360, de la vidéo embarquée, de la 360 Hyper Vidéo, sur le curriculum de formation, c'est-à-dire de la formation initiale à la formation continue, et donc de voir si, à des moments dans le curriculum, il y a des vidéos, un type de vidéo qui serait peut-être plus intéressant à utiliser. Par exemple, à l'heure actuelle, l'intérêt de la vidéo 360 en amont de la préparation des stages, ça me paraît être un élément fort à utiliser au regard de la littérature et des résultats à l'heure actuelle. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Vous avez mon mail s'il y a des questions ou des demandes d'accès aux plateformes. Et maintenant, je suis ouvert pour les différentes questions. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Roche. C'était fort intéressant. Alors, je vous inviterai à poser des questions, soit en utilisant la fonction de discussion, donc de chat de Zoom, ou en levant la main. Je pourrais à ce moment-là vous donner le droit de parole si vous avez des questions, commentaires à la présentation de Monsieur Roche. Alors, Madame Girard, si vous voulez bien ouvrir votre micro et votre caméra. À vous la parole. Vous ne pouvez pas démarrer votre vidéo parce que l'animateur l'a arrêté. Fait que c'est juste pour vous dire que vous voyez pas mon visage parce que le système le permet pas. D'accord. Donc, moi, je voulais juste savoir, en fait, vous parliez d'un contexte de stage. Est-ce que c'est applicable ou parce que vous avez parlé que c'est comme s'il argumentait ou il décrivait qu'est-ce qu'il voyait. Comment ça fonctionnait? Est-ce que eux se filmaient en train de dire leurs commentaires ou vous étiez à côté pour écouter leurs commentaires? Alors, en fait, il y a eu on a testé plusieurs protocoles parce que j'ai été un peu vite et c'est des résultats d'études de 5-6 ans. Donc, et en fait, on a eu plusieurs modalités. C'est-à-dire que la première, c'était par exemple, ils pouvaient visionner la vidéo 360, noter des commentaires, par exemple sur un document Word, à partir d'une vidéo qui était généralement des vidéos d'un autre enseignant, pas de même. Ensuite, il y a eu le recours à des enregistrements donc, de l'écran du smartphone. Et comme l'enregistrement de l'écran du smartphone enregistrait le son, on leur demandait de commenter au fur et à mesure du visionnement ce qu'ils observaient, ce qui nous permettait d'avoir leurs commentaires, mais en même temps la façon dont ils tournaient la tête, ce qui nous permettait de voir où est-ce qu'ils regardaient dans la classe. Et ensuite, avec cet enregistrement-là, on faisait un entretien supplémentaire qui nous permettait d'avoir des commentaires et plus de détails sur qu'est-ce qu'ils observaient, à quel moment, pourquoi. Voilà. J'espère que c'est à peu près clair. Oui, comment vous faisiez l'enregistrement justement dans cette situation-là avec le smartphone? Tout simplement, avec l'enregistrement de l'écran sur des smartphones, vous avez une fonction enregistrement de l'écran. Donc, on leur demandait d'activer l'enregistrement de l'écran. Pour qu'ils puissent visionner la vidéo, on crée un QR code qui est renvoyé sur la vidéo en question. Donc, l'étudiant scanne le QR code avec son smartphone. Ça ouvre la vidéo sur son smartphone. Il la met dans le casque et il active la fonction enregistrement de l'écran qui nous permet de voir ce qu'il regarde et d'entendre ce qu'il dit. Merci beaucoup. Je donnerai la parole maintenant à Madame Lebrun. Bonjour, même chose pour moi. Je peux pas, je me dis que c'est la même chose pour tout le monde. Je peux pas ouvrir l'écran, mais j'ai quelques questions. Premièrement, je me demandais, est-ce que c'est compliqué dans les milieux scolaires avoir les autorisations pour du 360? Parce que souvent, on le contourne un peu avec les stagiaires quand ils positionnent la caméra juste vers eux. Mais c'est ça. Est-ce que c'est Alors, généralement bien accepté? Alors, bon, comme je vous l'ai dit, je suis arrivé le 1er décembre ici, donc Ah, OK. c'est ce que je suis en train d'explorer. Mais en France, j'ai jamais eu trop de soucis là-dessus. Mais dans tous les cas, ça nécessite un temps de travail, d'explication, de présentation au chef d'établissement, aux parents, à l'enseignant, d'explication aussi aux élèves. Et ensuite, donc, on a fait quand même quelques tournages. J'ai quand même fait quelques tournages ici au Québec, hein. Mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps d'expliquer. Voilà. Le dernier tournage que j'ai fait, j'ai pas eu de soucis sur les droits à l'image. Mais ça nécessite un temps important de travail, d'explication.
justement sur que vont devenir ces vidéos, quels seront l'usage, où est-ce qu'elles seront hébergées, par qui elles seront utilisées, comment elles seront visionnées. Donc tout ça, on fait un gros travail là-dessus. Donc, pour un contexte d'une recherche, ça semble réaliste, mais pour le contexte de, je sais pas, une cohorte de stagiaires dans 30 établissements Ben, d'enseignement, là, ça devient un peu lourd et beaucoup de ben, potentiel, mais les autorisations, ça devient un peu complexe. disons que, écoutez, on pourra en reparler dans quelques mois, mais c'est ce qu'on essaie de développer ici, quoi. C'est-à-dire que Merci. c'est le but. Oui, ben merci. Alors, j'aurais une question de Mme Josiane Caron qui demande à quel endroit déposez-vous les lourdes vidéos? Alors, il y a plusieurs choses. Une vidéo 360, il y a, pour faire simple, la solution la plus simple, ça reste YouTube, mais ça reste compliqué au niveau éthique. Sinon, c'est Panopto. Donc, sur Panopto, on peut déposer les vidéos 360 sans aucun problème. Ensuite, pour ce qui est des 360 Hyper vidéo, pour être un peu simple et pas faire trop compliqué techniquement, ça génère un package qu'il faut déposer. Et là, il faut des serveurs, c'est-à-dire que il faut qu'au niveau de l'université, on vous attribue des espaces pour déposer ça parce que ça prend beaucoup de place et ça ne peut pas se faire dans Panopto ou YouTube. Parfait, merci pour cette réponse. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions, Madame Lebrun. Oui, une autre question, mais vraiment technique. Qu'est-ce que vous utilisez pour intégrer des hotspots ou ajouter, tu sais, des contenus interactifs par la suite? Il y a plein de. En gros, il y a 4-5 logiciels. À l'heure actuelle, on utilise 3D Vista. Mais après, sinon, vous en avez d'autres. 3D Vista, c'est un logiciel que vous achetez, vous êtes propriétaire. Il coûte, alors je suis désolé, hein, j'avais pris qu'en euros, mais à peu près 500 euros. Et vous êtes propriétaire de la licence. Sinon, après, vous avez des plateformes qui vous permettent de faire ce travail-là en ligne et faire le stockage en ligne sur les plateformes, mais qui fonctionnent avec un abonnement. Vous avez notamment Uptail, Sphere SpeederNet, ThingLink, notamment. Merci. Parfait. Alors, est-ce qu'on aurait d'autres questions, commentaires? Je vous invite à lever la main ou à utiliser le clavardage pour poser votre question à M. Roche. Madame Girard? Pour être certaine que je viens de comprendre la dernière question, c'est des arrêts sur image, puis là, on pose une question. Non, en fait, c'est vraiment, si vous voulez, comme un peu les principes sur Google des visites virtuelles, là, quand vous êtes sur Google Street View, vous cliquez, vous déplacez. Ça, c'est des images dans Google, c'est des images fixes. Là, c'est le même principe, mais c'est de la vidéo 360. Vous avez un point, vous cliquez dessus, et par exemple, ça vous ouvre un PDF, ça vous ouvre une image, mais la vidéo est en lecture. Ou alors, ça vous ouvre une vidéo à l'intérieur de la vidéo 360. Mais si, supposons, là, c'est que moi, je suis dans un contexte totalement différent du vôtre, là, mais Ouais. si, supposons que je suis dans l'usine, puis là, je fais une vidéo 360, mais je veux faire un arrêt sur une des machines pour leur demander, par exemple, qu'est-ce qu'ils constatent, puis que je veux mettre une question à cet endroit-là, est-ce que vous avez un logiciel qui Oui, permet de faire ça? oui, oui, bah, vous pouvez le faire avec 3D Vista, par exemple. OK, 3D Vista, Uptail, voilà. Ça, c'est juste, on va dire, des éléments à rajouter, c'est pas un problème. merci. Après, la question pour vous, c'est si vous attendez, je suis pas sûr que ça fonctionne dans ce sens-là, que les personnes puissent rentrer la réponse comme dans, par exemple, H5P. Je suis pas sûr que ça fonctionne, par exemple, avec 3D Vista, mais ça doit fonctionner avec Uptail. Excellent, merci. Parfait. Je donnerai la parole à Monsieur, Madame Mansa, Nassandratra, Nerina, à vous. Madame, merci beaucoup. Ma question concerne les prises de notes des étudiants qui sont en train de suivre une formation ou en train, ils sont en train de visionner en vidéo 360 et ils devraient prendre des notes
de ce qu'ils voient dans la vidéo. Vous avez parlé tout à l'heure d'utiliser un fichier Word. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment il fonctionne? Mis à part l'enregistrement, j'ai compris, mais utiliser un fichier Word, ça va se passer comment, s'il vous plaît? Il n'y a rien de très spécifique, on va dire. C'est juste une façon différente de recueillir les commentaires des étudiants. Donc, tout simplement, hein, sur leur écran d'ordinateur, ils ouvrent dans une fenêtre une vidéo 360. À côté, ils ouvrent le Word. Ils visionnent, ils explorent. Quand il y a quelque chose qu'ils veulent noter, ils remplissent le Word. Et là, il y a différentes étapes. Soit on demande, entre guillemets, au départ, une exploration libre. Donc, tout ce qu'ils observent, tout ce qu'ils voient, tout ce qui est important, tout ce qui les interpelle, ils le mettent dans le Word. Et ensuite, on peut affiner les observations. Par exemple, maintenant, vous vous focalisez que sur l'activité de l'enseignant. Donc là, ils ne vont pas avoir la même activité d'observation puisqu'ils vont tourner, ils vont suivre l'enseignant. Et ensuite, on demande, par exemple, une focalisation que sur l'activité des élèves. Et donc là, on n'a encore pas les mêmes commentaires. D'accord, merci beaucoup. Alors, je répète mon invitation. Si vous aviez des questions, commentaires pour M. Roche, vous pouvez utiliser le clavardage ou lever la main dans les outils de réaction de Zoom. Alors, je crois que votre présentation était fort claire. On a un petit message ici qui est apparu dans le clavardage et je vous le lis. Conférence très intéressante. Un grand merci. Effectivement, c'était fort intéressant de vous entendre à ce sujet-là. Et ben, comme vous nous l'avez mentionné, j'invite les gens à consulter sur le site web du CRIFPE. On peut retrouver votre adresse courriel s'ils n'ont pas pu la noter lors de votre présentation. Et voilà. Ben, on a une petite question peut-être avant de clore. Vous avez parlé des effets plutôt discutables de la réalité virtuelle au niveau de la formation. Est-ce que dans un contexte de réalité augmentée, les résultats ou les effets pourraient être affectés ou améliorés? Ben, alors déjà, attention, discutable, pas de la réalité virtuelle, c'est de la vidéo 360. Et c'est basé sur une méta-analyse. Donc, du coup, ça dépend des études qui sont retenues pour faire ressortir les résultats. Donc là, sur l'apprentissage purement cognitif, il y a des interrogations sur des effets réels. Par contre, sur les aspects plus, on va dire, émotionnels ou motivationnels, les effets semblent un peu plus forts. Après, ben, est-ce qu'un contexte de réalité augmentée, résultat où les effets pourraient être affectés, améliorés? Là, à ma connaissance, je ne connais pas d'études spécifiquement basées sur la réalité augmentée au regard de la vidéo 360. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui est à explorer, quoi. De nouvelles pistes de recherche. Alors, ben, je vous remercie, M. Roche, encore une fois pour cette présentation. Merci à tous d'avoir assisté à ça et ben, au plaisir de se revoir dans une conférence. Merci encore infiniment, M. Roche, pour cette présentation. Au revoir. Merci, au revoir.